Comment ça va les gars? Bonjour. Manuel. Ça va? Bonjour. Aujourd'hui c'est le 100e épisode de TK, vous vous rendez compte? Tu rends compte? Ouh là là, tu rends. Ça Oui, commence à faire beaucoup. Moi je suis arrivé entre temps, mais vous êtes centenaire. un petit peu. Centenaire d'épisodes, c'est pas mal. Donc vous avez une sacrée longévité. Est-ce que le secret de la longévité, ce serait pas d'apprendre à connaître ses adversaires? Oh, putain, je l'aurais pas trouvée celle-là. Bah je me doute. Quel connard. Ça, c'est vrai qu'on en est sûr. Aujourd'hui on va parler de l'adversité. C'est ton sujet Romain. Ben écoute, j'ai découvert 5 points dans le livre Les 48 lois du pouvoir. Et ces 5 points m'ont assez marqué pour que je les note. Une saine lecture. Oui, c'est une petite lecture avec le mode surligné, tu sais, sur la Kindle. Ouais. Voilà, donc j'ai 5 points pour mieux connaître son adversaire. Voilà. Alors je sais, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai noté ces points-là, mais je suis le moins bien placé pour les appréhender aujourd'hui et les appliquer. Donc je me suis dit, vu que ça t'intéresse, t'en parles à Léo Emmanuel dans le take-out, et peut-être que sur chaque point, je pourrais un peu mieux les comprendre grâce à vous aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il faut connaître ses adversaires? Parce que, en tout cas, si je peux me permettre, je pense que si t'apprends... Non, voilà. non, d'ailleurs, non. Tu es dans ce J'étais podcast sûr. pour ne pas te permettre. Si je peux me permettre. Tu es dans ce podcast On pour dirait un mec du t'excuser. public. Excusez-moi, non, j'aimerais bien. Si je peux avoir un micro, j'aimerais bien parler. Au départ, alors, je vais pas sortir un bingo maintenant, mais au départ, j'aurais J'ai plus... rencontré Emmanuel, vas-y, J'aurais je le fais pour toi. non. J'aurais plus été en mode lui je déteste ses contenus, je vais lui dire c'est un gros con, machin, etc. Et en fait, oui. plus t'avances, plus tu te dis que pour durer longtemps, au contraire, c'est super important de connaître ses adversaires, leurs faiblesses, leurs points forts, etc. Déjà parce que ça peut te permettre toi aussi d'évoluer et de te remettre en question, et surtout d'éviter de te mettre des gens à dos juste gratuitement. C'est dangereux pour pas grand chose en fait. Je sais pas, t'en penses quoi, Manuel? Je pense que ça serait bien de définir ce qu'est un adversaire. Ah. Ça serait un bon début. Bah vas-y, on t'écoute. Souvent, on considère la compétition comme des adversaires. Je suis pas sûr que ça soit une bonne façon d'appréhender les choses. Quand tu y réfléchis véritablement, ton adversaire, c'est plutôt toi, en fait. Et c'est plutôt ce que tu ne fais pas. Et c'est plutôt tes propres limites, tes incapacités, tes facilités, ta fainéantise, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus dangereux que tes compétiteurs. Ouais. Donc tu penses que ces 5 points, avant de vouloir les appliquer aux autres, faut les appliquer pour nous en fait? Je pense que l'adversaire le plus féroce avec qui que ce soit, c'est nous-mêmes. C'est le plus féroce. C'est beaucoup plus facile de dire cette boîte qui est un compétiteur et elle fait pas bien ci, elle fait pas bien ça, je suis pas d'accord avec ci ou je suis pas d'accord avec ça. On en a rien à foutre. En réalité, cette boîte, elle n'a pas d'impact sur toi. C'est pas elle qui définit ce que tu fais le matin ou ce que tu ne fais pas. C'est pas elle qui définit ton niveau de motivation, ton niveau de travail, ton niveau d'abnégation, de discipline, de répétition. Tu te considères comme un adversaire, Léo? De quoi? Alors, oui, et je suis le seul d'ailleurs, j'en ai pas d'autres. Je considère que je suis mon seul adversaire parce que je regarde pas trop les autres. J'ai fait en sorte d'avoir un format qui m'est propre et du coup je considère que personne ne fait ce que je fais. Donc je considère que j'ai aucun adversaire, aucune compétition. Et je suis assez d'accord avec Manuel parce qu'effectivement, en revanche, je me mets beaucoup de bâtons dans les roues. Donc je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et je suis un très bel adversaire, un très bel homme, mais un très grand adversaire quand même. Bon, premier point. Oh, il fait des points maintenant, c'est fou. Oh, la T'as vu révolution, la 100e. Et vous savez quoi? Pour les 100 prochains podcasts, c'est Romain qui trouvera les sujets et qui fera des points. On n'est pas sûr d'être là à tous. Retrouver l'enfant sans défense. La plupart des faiblesses ont leur origine dans l'enfance. L'enfance est une clé qui ouvre le coffret des blessures secrètes. Soyez alors attentifs à tout comportement d'ordre infantile. Je pense vraiment que c'est le premier truc vers lequel on peut aller essayer de chercher des réponses. C'est comprendre son éducation, de là où on vient, ses traumatismes, les trucs qui nous ont choqués ou plu quand on était plus petit, etc., qu'on a pu apprendre. Parce que c'est souvent par là en fait que résultent certaines choses qu'on fait aujourd'hui en étant adulte. Je suis d'accord. Il y a une psychanalyse pour enfants qui disait tout se joue avant 6 ans, qui s'appelait Françoise Dolto. Et c'est vrai que dans la petite enfance, il y a plein de marqueurs de ta personnalité qui vont s'installer.
notamment les gens qui ont tendance à détester le conflit ou détester l'affrontement. Pourquoi tu me regardes ? Parce que c'est Pourquoi ton tu me cas, regardes ? tu n'aimes pas trop ça. Pourquoi tu me regardes ? Mais En tu veux fait, qu'on s'embrouille ? Souvent, ce sont des gens qui ont eu affaire à des conflits parentaux et qui essayaient de les fuir pour faire en sorte de ne pas considérer qu'ils existaient. Et donc, ça se répercute plus tard dans le fait de ne pas aimer le conflit, plutôt trouver toujours des solutions, toujours des compromis, etc., etc. Donc oui, il y a des marqueurs dans ton passé et dans ton enfance. C'est toujours bien de lire entre les lignes et d'essayer de comprendre ça et de se l'expliquer. Par contre, là où ça devient, pour moi, un peu plus dangereux, c'est quand tu trouves toujours une explication à travers ton passé et surtout une explication de ne rien faire et de ne plus progresser. Ça, c'est très important. Ça, c'est horrible. On en a parlé dans un podcast. Je devais être là, certainement. Je te remercie, Romain. Ouais. Et... C'était pas pour toi qui le disais. Et donc, je pense que c'est important de comprendre ton passé, mais c'est aussi extrêmement important de ne jamais s'en servir comme prétexte. Ouais. Ton passé est source d'une explication, jamais d'une justification à ton inaction. C'est pas une excuse. Donc tu peux chercher C'est la même chose en plus simple. Ouais, mais justification m'a déplu. Parce que j'allais dans ma tête. Tu veux qu'on s'embrouille ? Dans ma tête, non, j'ai pas envie qu'on s'embrouille maintenant, s'il te plaît. On peut trouver une solution. Dans ma tête, j'étais en train de formuler le fait que ça peut être une explication, mais jamais une excuse. Donc, quand t'as dit justification, ça m'a déplu, voilà. Et je pense que c'est sur la première partie pour résoudre ces problèmes qu'il faut faire attention à ces signaux un peu inconscients, mais ça doit vous servir justement pour les contrer assez rapidement. Mais c'est important de faire ce travail. Bien se connaître soi-même, c'est aussi être capable de pondérer ses réactions, comprendre pourquoi des fois on surréagit ou on sous-réagit à certains événements. Et donc ça te permet de gérer tes pics. Donc de savoir que là, tu sais par nature que tu vas être excessif sur ce sujet. Ouais. Et il faut peut-être faire attention à ta réaction ou au contraire... que tu vas pas du tout réagir à un truc qui est censé t'émouvoir et tu vas pas te sentir concerné et peut-être qu'il faudrait que tu te convoques un peu ou que tu fasses preuve d'un peu plus d'empathie. Donc c'est bien de se connaître, mais jamais pour s'excuser. Tu peux identifier tes biais, en fait. Oui. Quel billet ? Vous en avez des Je billets ? vais reformuler tout ce que tu dis dans ce podcast. Léo, j'ai l'impression que tu es là pour tout paraphraser. J'ai rien à ajouter. Alors non, je ne paraphrase pas, j'explique différemment, si je peux me permettre. Ouais. Bah tu me branles rien. Et parfois, c'est difficile de les trouver seuls. Et j'ai l'impression que, surtout dans notre génération, j'ai plein d'amis et de proches qui osent pas en parler et savent pas trop à qui en parler. Et juste mentionner une profession qui est vachement respectée pour ça, c'est les psychologues. Mais ça peut vraiment en aider beaucoup. Et il n'y a pas de tabou à avoir, juste pour mieux se connaître à un moment dans ta vie, de pouvoir te faire aider pour mieux parler, pour essayer de comprendre certaines choses et ses racines. Honnêtement... Déjà la psychanalyse, déjà la thérapie, c'est déjà pas mal. On n'est pas obligé d'aller très très loin. Et en plus, vous participez à la fluidité de l'économie puisqu'ils se font souvent payer en liquide. Deuxième point ? Bah oui, là oui. Rechercher les contrastes. Un comportement affiché peut cacher son contraire. Ceux qui bombent le torse sont parfois de grands lâches. Le timide rêve souvent d'aventure. Au-delà des apparences, les qualités trahissent les faiblesses qu'elles veulent cacher. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai une confiance en moi de fou parce que ma personnalité évoque ça, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Et souvent... Mais c'est aussi ce que tu vends. Non, mais c'est aussi ce que je vends parce que j'ai compris que c'était moi, au bout d'un moment. Mais plus je parais antipathique et plus je suis froid et plus je suis stressé à l'intérieur, en fait. Oui. Bah parce que t'as pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que souvent, je suis très cool quand je suis bien bourré. C'est pour ça qu'il va pas souvent en soirée. Voilà. Il va en soirée avec moi et c'est tout. Non, mais c'est vrai qu'il y a... en fait, tu comprends assez vite que les gens essayent de te vendre un personnage parce que ça les rassure. Donc, ils se disent, dans ce contexte, qui est un contexte de travail, je vais me comporter comme ça. Et ils finissent par se fabriquer un personnage qui est en fait sûrement un peu la synthèse de tout ce qu'ils ont vécu dans leur histoire professionnelle, des gens qu'ils ont croisés, des gens qu'ils ont respectés, mais aussi des gens qu'ils ont détestés. Ils ont fait un mix de tout ça et ils se fabriquent un personnage professionnel. Tant et si bien que quand tu les rencontres hors du contexte professionnel, que tu les croises complètement par hasard sur un lieu de vacances, au marché en train de faire leurs courses, etc., ils ressemblent pas du tout à la façon dont tu les connais professionnellement. J'ai des noms. Et souvent, le personnage qu'ils créent est fait pour se défendre de leur peur. J'ai des noms.
Il faut savoir que Romain, dans la vie, ne parle jamais d'argent. Bah, visiblement, on en a rien à foutre. Ça fait 2 fois que tu le dis. Vas-y. C'est pour pas les donner en plus. Les petits esprits discutent des gens. Les esprits normaux discutent des idées. Les grands esprits discutent de la pensée. T'as toujours des noms ? Oui. Mais il les donnera pas. Si. Vas-y. On savait dans quelle catégorie il était. Vas-y. Quel connard. Vas-y. Mais quand Manuel parle de personnage, Ouais. Manuel a un personnage business. Ouais. Si, c'est vrai. Je me demandais pas de réagir. Vous avez un avis. Si vous me demandez le mien, je vous le donnerai. Non, mais on s'en fout, c'est vrai. Je suis pas le mieux placé pour parler de ça. Je pense que vraiment, ta grande force, Manuel, c'est d'avoir un personnage business qui à la fois rassure les gens, à la fois est sûr de lui, et d'un autre côté peut te protéger des gens nuls, tout simplement. Il y a un truc que tu avais dit à un moment que j'avais... Non, mais génial. Mais oui, mais parce Protège que... des gens nuls. Mais oui, protège les gens nuls. En fait, Manuel, pour les gens qui ont la chance de venir dans ton bureau, le jour où tu es en costard, etc. C'est-à-dire tous les jours. C'est-à-dire tous les jours. Voilà. Je sais que déjà, ce qui est dingue, c'est qu'il y a une barrière juste par rapport à la première impression où tu te dis ça peut être impressionnant parce que le bureau est magnifique, parce que ton costard est toujours nickel, etc. etc. Et je trouve ça dingue que certaines personnes puissent s'arrêter à ça et à ce moment-là n'osent pas parler, n'osent pas donner leurs idées, n'osent pas te donner leurs opinions. Et il y a un truc, je sais que tu respectes énormément dans le travail, c'est que peu importe le statut de la personne en face de toi, ce qu'il fait, etc., tu attends de lui une franchise et ce qu'il pense réellement. T'attends pas des gens avec qui tu travailles qui viennent te lécher les bottes en te disant au fond j'avais pas du tout envie que tu fasses ça mais je vais pas te le dire parce que t'es mon patron par exemple. Et je sais que ce truc là fait que tu peux éliminer beaucoup de gens grâce au personnage business que tu as, parce que tu sais que si la personne vient et est juste impressionnée de ça... Mais ça m'ennuie que tu dises personnage business parce que c'est aussi moi. En fait, vous me connaissez aussi dans la vie privée et il ne me semble pas faire un effort quand je suis ça au travail. Ça me correspond. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Romain, tu auras l'occasion de commenter dans une seconde, Léo. Faut arrêter de vous caresser. J'utilise un truc que j'ai appris quand j'étais au collège. C'est ce que j'appelle mes filtres à con. Donc j'ai tout un tas de marqueurs autour de moi qui obligent les gens à réagir à ces éléments-là. Ça peut être des photos, un tableau, un objet, la façon dont tu te comportes, ton langage, la façon dont tu es effectivement habillé, etc., etc. Et quand je dis des filtres à con, c'est que si quelqu'un s'offusque d'un truc un peu clivant qui traîne sur un bureau, oui, ça il aime bien. Mais ça peut être un bouquin polémique, ça peut être n'importe quoi. Mais en fait, c'est juste que c'est la façon dont moi je fonctionne. C'est-à-dire que je considère que si tu veux produire de la pensée, il faut lire les trucs opposés, il faut lire les trucs de l'époque, il faut ne pas avoir peur de faire s'affronter les idées, etc. Et donc, oui, il y a des trucs clivants. Et j'attends de voir quels sont ceux qui ne vont pas être conformistes, qui ne vont pas essayer de te servir la soupe, qui vont arriver à évoquer le sujet avec intelligence, qui vont ne pas se laisser impressionner tout en restant dans une relation normale et respectueuse. Quels sont ceux, au contraire, qui vont être en état d'apoplexie et ne pas savoir comment gérer la situation, etc. Parce que tout ça, ce sont des éléments qui te permettent de bien juger les gens et de gagner du temps. D'accord, mais quand tu parles d'autres gens en disant qu'ils se font un personnage, c'est pareil, c'est un personnage à partir de leur personnalité. On n'est jamais un personnage complètement différent. Alors, je pourrais citer des exemples, même nominatifs, si j'étais méchant, pour expliquer que pas vraiment. Hein. Non, mais il y en a qui existent, mais la plupart des gens... tu vois, moi, quand je montre que je suis un peu antipathique, c'est parce que je le suis au fond. Ça, on le sait. Voilà, donc c'est pas non plus un personnage qui me demande un effort surhumain. Non. Ta gueule. Troisième point. Combler le vide. Les deux principaux indices de carence... Ça peut. Les deux principaux indices de carence sont le manque de confiance en soi et la tristesse. Les personnes peu sûres d'elles sont avides de signes extérieurs et de pouvoir. Quant au malheureux chronique, rechercher les racines à ses humeurs noires. Oula, fauve. On pourrait. Tu nous entends, le Blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Moi, je ne fais que lire ce que j'ai lu. Mais combler... c'est puissant, ça.
Eh, oh, T'as vu? Et on lit pas ce qu'on a lu ici ou quoi? combler le vide. Ça, c'est un signal qu'on peut remarquer tellement vite, je trouve. Ne serait-ce que dans la parole. Le fait de pas savoir faire de silence dans une conversation, en général, c'est un mauvais signal. Moi, j'en ai un autre. Un que j'arrive petit à petit à appliquer, mais pas tout à fait. Le signal du mec qui fait croire qu'il bosse de 6h à minuit, et au fin de compte, il produit moins de valeur Il fait ça, lui. que celui qui bosse 2 heures dans la journée. Voilà. Ouais, tu le fais bien, ça. Je pense que certaines personnes ici chez Influx pensent que Léo et moi, on va à la salle de sport, on prend notre douche et on mange des cornflakes. Vraiment, je pense que c'est à peu près ce qu'on peut laisser comme arrière-pensée quand tu nous vois dans les studios. Pas pour toi. Pour Léo, plus. Je pense pas, parce qu'à chaque fois que tu rentres dans mon bureau, tu gueules « Oh là là, j'en peux plus, j'ai fait que des calls !» Donc c'est impossible que les gens se disent ça. Moi, par contre, c'est sûr et certain. Non, mais c'est vrai que je trouvais ça ouf d'avoir les deux principaux indices de carence qui sont le manque de confiance en soi et la tristesse pour caractériser ce point-là qui est de combler le vide, quoi. Bah, tu poursuis toujours un truc que t'as pas, en fait, donc, et tu le poursuis des fois un peu bêtement. Donc, je sais pas si c'est exactement ce que tu... Parce que j'ai pas trop compris ce que tu racontais. Bah attends, on va refaire si tu veux. Si, moi j'ai compris. Toi, t'as compris? Bah, t'as de la chance. Ouais. Vas-y. Par exemple, on parlait d'une discussion où tu mets plein de blancs, etc. Si t'as pas confiance en ta capacité à tenir une discussion avec quelqu'un, tu vas détester le vide, tu vas détester le silence, parce que tu te dis oh là là, à ce moment-là, il est en train de se dire que je sais pas tenir une conversation, que je sais pas quoi dire, que j'ai pas de sujet, que j'ai pas de culture, donc je vais tout de suite parler, même si c'est pour dire un truc con. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est que le fait de combler le vide, même dans le travail, il en parlait, quand t'es constamment en train de faire des trucs, c'est qu'en fait, tu sais pas vraiment ce que tu fais. Mais tu t'occupes. Bah, si tu savais ce que tu faisais, tu ferais pas ça. Tu ferais sûrement pas ça, et tu ferais beaucoup moins de choses surtout. Ouais. Parce qu'en réalité, pour être efficace, il n'y a pas besoin de faire énormément de choses. Il faut juste faire les bonnes choses. Mais ça prend beaucoup de temps de réfléchir et de trier parmi toutes les idées que tu as, ce que tu vas réellement faire. Et de choisir, et donc de renoncer à tout un tas de choses pour ne faire que peu de choses, mais extrêmement bien et à fond. Et quand tu fais ça, je pense que tu as une réponse magique, quand tu es en public, etc. C'est « je ne sais pas, je ne connais pas ce sujet ». Il y a plein de gens qui, juste pour faire partie de la soirée, peuvent te dire « ah ouais, moi j'avais entendu que », et juste pour essayer de faire partie du truc, alors qu'en fait c'est 10 fois moins puissant que « ah bah tiens, j'ai jamais étudié ce sujet, mais si tu peux m'expliquer, ça m'intéresse vachement ». Bah, souvent un signal d'intelligence dans tes interactions avec des gens que tu connais assez peu. Commence par trier ceux qui posent des questions de ceux qui affirment des choses. Déjà, ça va te donner 2 grandes catégories de personnes. Pas d'accord. Ah ouais? Bah regarde, c'était une vanne. Je me suis dit, il est con quoi. Romain, les 2 pieds. Dedans. Oh putain. Et donc, d'ailleurs, t'as une citation sur le fait d'avoir 2 oreilles et une bouche. Oui, je dis, c'est une phrase de mon grand-père qui disait le bon Dieu t'a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. Et je pense que c'est assez vrai. Je suis pas d'accord. Et donc, je pense que tu peux déjà faire un pré-tri en observant effectivement ces 2 catégories de personnes autour de toi. Ça donne de bonnes indications. Il faut énormément de bêtises pour avoir des certitudes. Et il faut beaucoup d'intelligence pour savoir que tu ne sais rien. Tu peux y réfléchir un petit moment. Enfin, quand je dis je suis pas d'accord, je suis pas sûr de... C'est quand tu as assez peu d'intelligence, tu es pétri de certitude. Quand tu travailles à être un peu moins con, tu te rends compte que tu n'auras pas le temps dans toute ta vie pour accéder à la connaissance disponible. Et donc, tu as beaucoup d'incertitudes et de doutes. Et il se trouve que c'est un chemin vertueux, parce que plus tu as d'incertitudes, plus tu as de doutes, plus tu as d'humilité par rapport à un sujet, bah moins t'es con. Et tu te poses plein de questions. Tu te poses plus de questions, ça t'engage à plus rechercher et à avoir de meilleures interactions avec les autres. Et c'est facile à dire, mais quand tu essaies de le faire, rencontrer une personne que tu n'as jamais vue, et du coup vous avez forcément des questions mutuelles où cette personne attend autant de réponses que toi d'elle, ben juste essayer de moins parler qu'elle pour sans cesse lui poser des questions sans pour autant qu'on ait l'impression que ça soit un interrogatoire, c'est super difficile à faire. Moi je sais pas faire ça me saoule. Enfin ça dépend qui c'est, mais... tu sais super bien le faire, Léo. Quoi, pardon? Tu détestes parler de toi quand t'es en public et tout, quand les gens te demandent, tu fais oui, moi ça va, oui, il y a peut-être d'autres vidéos, machin et tout, mais tu poses...
Mais je pose jamais de questions. En général, je suis avec un pote qui lui pose des questions. Sauf quand tu dragues. Et Va te faire foutre. Et de temps en temps. Mais non, mais c'est exactement ça. Là, t'es en train de porter sur moi ce que tu fais toi. C'est juste que tu es dans le trio, moi je suis à côté, je t'entends poser les questions, de temps en temps je rebondis et puis terminé. Mais moi je les pose pas les questions. Je déteste le small talk, ça m'énerve. Je sais pas faire ça. Je m'en fous de la vie des gens en fait. Bah, souvent, quand le small talk démarre par tu travailles dans quoi, tu travailles où, etc., c'est pas du tout intéressant. Si t'es obligé d'être dans une configuration où il y a un peu de small talk, pose des questions intéressantes. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Oh, ouais, mais là, tu passes pour un fou, là. Le problème, c'est que souvent... Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Le problème, c'est que souvent, c'est trop profond, quoi. Es-tu heureux? C'est spécial dédicace à Kian Kojandi, qui pose cette question à chaque personne qu'il rencontre. C'est d'une audace, et comme tu le dis, je trouve, mais c'est trop ouf. Moi, la première fois que je rencontre Kian Kojandi, il me dit « Salut Romain, ça va? Oui, machin. » Bon, juste, il met en place le setup pour ce qu'on devait faire et tout. Il me dit « Romain, sinon, ça va? T'es heureux? » Je lui dis C'est une question très simple, mais en même temps, en fait, c'est une question d'une grande ouverture. Ouais. Et là, il a dû se rendre compte qu'il a laissé ça aller à plomb. Il a regretté d'avoir posé cette question. On s'excuse d'ailleurs auprès de Kian qui a perdu une demi-journée. 5e point, pour mieux connaître son adversaire, miser sur les pulsions incontrôlables. Oula, on le passe. T'as un 6e point ? Les craintes paranoïaques, la terreur irraisonnée ou les pulsions primaires telles que la luxure, la cupidité, la vanité ou la haine, les personnes qui ont ces vices ne peuvent pas se contrôler. Vous pouvez le faire à leur place. Oh, c'est terrible. Oula. C'est vrai. C'est terrible. Celui-là, il pique. Quand tu comprends les addictions des gens, c'est beaucoup plus facile de les utiliser. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit, lui, on va lui envoyer 2 prostituées. Ouais. En parlant. Ah, ok, d'accord. J'avais pas compris la stratégie. Comment on fait? Comment ça marche? Non, mais c'est un point qui, pour moi, est complètement flou, Manuel. Hein. Je te le dis, moi, j'ai lu ça, j'ai fait « Ok, je crois comprendre », mais d'un autre côté, à appliquer, comment est-ce que tu fais pour connaître aussi bien une personne jusqu'à ses vices les plus profonds, pour pouvoir essayer, si c'est ton adversaire, d'avoir une main d'avance? C'est pas très dur. Hein. Aujourd'hui, c'est très facile. Les gens sont obsédés à l'idée de partager leur vie, leur goût et leur vie privée sur les réseaux sociaux. Si t'es un peu observateur, que tu discutes un peu avec le réseau proche, etc., tu connais la vie et le goût des gens. En fait, ça part du même principe quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un que tu connais assez peu. Bah, tu vas regarder, tu vas essayer de te renseigner, tu vas faire parler l'entourage, etc. Bah, pousse le cran un peu plus loin, va jusqu'à découvrir ce qui sont ses obsessions. Un mec qui est complètement fondu de golf ou je sais pas quoi, pour prendre un truc un peu neutre, ça va être facile de te dire, bon, bah, si j'ai une négo à faire avec lui et que je la fais sur un parcours et que je sais que ça va durer longtemps, etc., ça sera beaucoup plus facile de faire cette négo dans cette configuration-là que dans une salle de réunion, alors qu'il est en train de regarder sa montre et qu'il se dit, si j'ai pas fini à 16h, je serai pas sur le parcours pour jouer. Ouais. Et ben, je l'avais pas du tout compris comme ça. Je suis trop content. Ça marche avec la drogue, l'alcool, les putes. Ça marche pas. Toi, tu vas pas sniffer histoire de faire plaisir à ton adversaire? Non, si tu fais une négo avec Dorsel, c'est relou, quoi. Mais ça marche avec toutes les formes d'addiction. On peut vous montrer les locaux, pas de problème. Il y a une invitation qui s'est perdue avec Léo, là, mais... De quoi, de Dorsel? Oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Je suis pas au courant de tout. Mais ça marche avec tout. Les gens on a tous des marottes, des trucs qu'on aime bien, des trucs qu'on aime excessivement, d'autres trucs qu'on déteste excessivement. C'est valable pour les peurs. Et comment quelqu'un qui a le vertige. Tu lui pousses dans le vide, il va te dire oui. Il va te dire oui. Tu l'invites à faire une négo dans un restaurant au 52e étage d'un building avec un plancher transparent, ça va être un peu compliqué. En fait, tu le menaces de le pousser ou... Non, mais il va être de base dans un état de tension très complexe pour lui. Tu commences à me faire peur, Manuel. Mais ça va pas le mener à signer. Non, mais ça va te faciliter ta négo. Parce qu'il y a un niveau... En fait, pendant que tu es en train de négocier, il y en a un qui est en train de gérer son propre stress plus celui de la négo. Donc, si vous devez négocier avec Manuel, portez des Adidas. Vous avez aucune chance de rentrer dans la pièce. Ce qui est dingue, c'est que depuis tout à l'heure, on parle d'adversaire. Et là, j'ai l'impression que vous me donnez des conseils pour pouvoir être sûr de pécho, quoi. Genre, c'est loin d'être un adversaire, en fait. Eh bien, on vient de découvrir une de tes addictions. Tu viens tellement de te griller. Pas du tout. Oh bah si. Mais non.
Tu comprends dans quel sens je dis ça? C'est que depuis tout à l'heure, on parle d'adversité comme si on voulait combattre quelqu'un. Et en fait, depuis tout à l'heure, c'est juste des approches de plus en plus humaines qu'on essaie d'avoir pour, au contraire, en savoir de plus en plus sur son interlocuteur. On a fait un podcast là-dessus. C'est parce que le business, c'est de la séduction. Donc tu le retrouveras tout le temps, ce phénomène-là. T'étais là? Oui. Le business, il est supporté par des humains. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de notoriété, il n'y a pas de projet abouti sans humain. Si tu joues le personnage, tu es en train de jouer que la moitié de la scène. Si tu descends au niveau de l'humain, de comprendre ses racines, qu'est-ce qui le nourrit, quelles sont ses addictions, ses peurs, ses passions, etc., c'est beaucoup plus facile. Il faut jamais oublier que derrière le business, il y a toujours des humains. Petit tip, si vous devez rentrer dans une négo avec Manuel, il adore les cravates un peu fantaisie. Donc n'hésitez pas à lui offrir une cravate avec des petits canards verts ou des trucs comme ça, parce qu'il adore ça. Eh ben ça promet. Ça, je le posterai sur LinkedIn. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire, mais moi j'ai une phrase stylée de 1600. 1600 mots, c'est très long. Non, c'est très long. De l'année 1600. Ah ok. Qui a été écrite par Balthazar Gracian. Je crois que ça se prononce ainsi. Tu peux nous expliquer qui c'est? J'en ai aucune idée. Ah bah voilà. C'est le Valde de l'époque. Ah. Vas-y. Ok. Le mec c'est le sang, frérot. Il n'a pas cherché. Bah non, c'est pour ça que je suis là et que je fais ça. Ça se trouve, c'est juste un paysan. C'est ouf. Boulanger de père en fils. Trouver le faible de chacun, c'est l'art de manier les volontés et de faire venir les hommes à son but. À leur but, peut-être. À son but. Tu sais, en 1600, ils parlaient peut-être pas comme aujourd'hui. Ouais, c'est possible. C'est possible, oui. Et voilà. Et je dis ça parce que durant tout le livre, du coup, on vous laissera aussi. Il y a un lien vers le livre des 48 lois du pouvoir. T'as beaucoup de phrases. C'est un bon livre, hein? Excellent. Je l'ai fini, donc je peux le lire maintenant et il est très très bien. Voilà. Maintenant, j'attaque l'autre, c'est l'excellence. Le deuxième, là. Je me demande bien qui t'a conseillé de lire ça. Ah, ça, c'est depuis que j'ai rencontré Manuel. Bingo! Et voilà le bingo. Ben voilà, j'espère que ces 5 points vous aideront à mieux connaître vos adversaires. Et n'oubliez pas que l'adversaire le plus terrassant pour vous, c'est vous-même. Moi, à titre personnel, c'est vous deux. Ciao tout le monde. La bise. Bye bye. Thank you.